Toutes les chaussures ne se valent pas. Quand on choisit une paire de chaussures, on est assez facilement tenté par choisir la dernière chaussure du moment, la plus jolie, la plus flashy, mais il y a quand même un certain nombre de paramètres qu'il faut prendre en considération, comme la stabilité, le drop, la flexibilité. Aujourd'hui, avec David, on va passer en revue l'ensemble des caractères et à la fin de cet épisode, vous saurez tout. Salut David, ça va ? Ça va bien toi? Super, merci. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, quel est ton parcours ? Moi j'ai fait pas mal de triathlon, duathlon, cyclisme, course à pied. Oui. Ces dernières années, plus de course à pied, du 1000 mètres jusqu'aux 100 km en passant par les marathons. Oui. Un peu toutes ces courses à pied. Une légende locale pour ceux qui ne le connaissent pas. Parce qu'on peut. Donc dans cet épisode, on va analyser, on va décortiquer différents types de chaussures pour que nos auditeurs soient un peu plus informés, un peu mieux informés, qu'ils sachent finalement à quelle sauce ils vont être mangés quand ils viennent te voir. Et à la fin, on va décortiquer une de mes anciennes paires de chaussures. Est-ce que ce menu te convient ? Ouais. C'est parti. Les chaussures de course à pied, elles ont beaucoup évolué, donc ça fait à peu près 40 000 ans, quand on regarde dans la littérature, qu'on a trouvé des traces des premières paires de chaussures. On a même trouvé une paire de chaussures qui a à peu près 3500 ans avant notre ère. On a estimé que c'était les premières paires de chaussures qui avaient servi à courir. Entre-temps, les chaussures de course à pied, elles n'ont pas tant évolué que ça, juste dans les années 70. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Dès les années 90, ils ont vraiment commencé à mettre beaucoup d'amortis, surtout Nike, Nike Air, etc. Et après, dans les années 2000, là, on a parlé beaucoup de la stabilité, c'est-à-dire la pronation, il y avait des renforts pour la pronation, pour la supination, etc. Et après, dans les années 2010, on a parlé du drop et des chaussures minimalistes. Donc c'est un peu la chronologie des chaussures. Si on analyse cette chaussure de course à pied, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Bon, ça, c'est une chaussure de course à pied amorti-gel. Donc, si on parle justement de l'amorti, les types d'amorti, chaque marque à peu près a son système d'amorti. C'est-à-dire, par exemple, ASICS et Brooks, c'est du gel. Oui. Après, Nike, c'est de l'air. Après, par exemple, New Balance, c'est des mousses, etc., etc. Et après, en fonction si c'est du gel ou de l'air comme ça, certains amortis durent plus longtemps ou amortissent plus. Après, il y a la stabilité. La stabilité, il y a deux choses. Il y a la stabilité en torsion, c'est-à-dire ça, où ils mettent justement une plaque pour stabiliser en torsion. Et après, il y a les stabilités, c'est-à-dire pour les pronateurs ou pour les supinateurs. Pour les pronateurs, c'est plutôt un renfort qui est à l'intérieur. Et pour les supinateurs, ce sera à l'extérieur, mais il n'y a pas de renfort à l'extérieur. Donc, c'est essentiellement des renforts à l'intérieur, parce que la plupart des gens font un peu une petite pronation à l'intérieur. Et après, il y a des renforts qui sont plus ou moins durs. Ça, c'est la stabilité. Mais on peut avoir une très bonne stabilité comme ça en torsion et pas avoir de renfort. Ce n'est pas le renfort qui va faire la stabilité en torsion. D'accord. C'est deux choses différentes. Après, il y a eu le minimaliste. Donc, le minimaliste, c'était des chaussures parce qu'ils voulaient procurer comme si on courait pieds nus. Donc, c'est des théories qui étaient déjà sorties dans les années 2000 et qu'ils ont ressorti l'étude. L'étude, elle est juste, mais elle est très difficilement applicable. Donc, après, ils ont fait vraiment des chaussures le plus près. Ils ont enlevé le moins tout ce qui était amorti et ils ont fait le plus près du sol possible. Et le drop, quand on parle de drop, c'est la différence qu'il y a entre le talon et l'avant. C'est-à-dire, on peut avoir 4 mm devant et 10 mm derrière, ça veut dire qu'il y aura un drop de 6. C'est la différence entre le talon et l'avant. En général, un drop, c'est 12 mm. Comme je le disais en préambule, on voit que justement les chaussures, elles n'ont pas beaucoup évolué jusque dans les années 70. Donc là, tu tiens d'ailleurs un modèle de collection dans tes mains. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, ça c'est un des premiers modèles qui a été fait de série. Donc là, on voit, il n'y a pas de stabilité, c'est partout la même stabilité. Là, c'est ce qu'avait fait un peu Bowerman avec le moule à gaufres pour les crampons. Donc il n'y a pas d'amorti. L'amorti, c'est que la semelle qui fait. Et là, il n'y a pas tellement de drop non plus. Donc la semelle, elle n'est pas très épaisse. Donc là, en fin de compte, il n'y avait pas de stabilité, ni de drop, ni d'amorti. C'était vraiment les premières baskets pour avoir une semelle et pour pouvoir courir
pour pas courir pieds nus, quoi. Ouais. Et puis pas une chaussure peut-être qui soit non plus trop rigide comme une chaussure de ville. Ouais. Mais c'était vraiment le tout début, quoi. Ouais. Est-ce que les personnes elles se blessaient plus avec ce genre de chaussures-là ou pas forcément? Bah, ils ont fait des études comme quoi, pas forcément, mais parce que peut-être avant il y avait moins de monde qui courait. Ouais. Et puis peut-être aussi les gens ils étaient moins sédentaires, ils étaient entre notre génération et puis, quand ils ont commencé, donc pas forcément, non. Deuxième exemple, des chaussures hyper flashy de chez ASICS. Bah là on est dans une chaussure de compétition, et ça c'est une chaussure qu'on utilise vraiment pour faire que les courses, parce que c'est une chaussure, on fait 200 kg et puis elles sont mortes. Une paire de chaussures en général c'est 800 kg. Et là c'est une chaussure qui a justement une plaque carbone. C'est une chaussure qui est faite pour courir vraiment sur l'avant du pied, et très sur l'avant du pied, vraiment bien sur l'avant du pied, et il faut courir vite, quoi. C'est pas une chaussure pour courir à 6 au kill, c'est vraiment 3,30 et moins. Et il faut vraiment aussi avoir une foulée très avant-pied, et il faut avoir une foulée vraiment universelle. C'est-à-dire pas quelqu'un qui court à l'intérieur, ça lui sert à rien, ces genres de chaussures. C'est intéressant que tu parles justement de foulée universelle. Donc, est-ce que moi, justement, qui suis pronateur, est-ce que j'ai une chance de pouvoir courir avec ce genre de chaussures? Non, ça n'a pas d'utilité parce que tu vas gagner que des courbatures. Parce que le problème, c'est que ce que tu vas peut-être gagner en poids ou en dynamisme, tu vas le perdre parce que la chaussure, elle va se mailler. On peut comparer avec une plaque carbone, on peut comparer par exemple dans le cyclisme. Il y en a qui ont des vélos de contre-la-montre avec des roues pleines. Il faut vraiment rouler à 40 à l'heure pour que la roue, elle t'emmène. Si tu roules pas à 40 à l'heure, elle t'embête plus qu'autre chose. Et là, c'est le même principe avec cette chaussure. C'est-à-dire, si tu cours pas à moins de 3,30 avec une belle foulée avant-pied universelle, elle te sert à rien. Et au contraire, elle va plutôt te fatiguer ou te pénaliser que t'apporter quelque chose. Choisir ses chaussures, c'est nettement plus qu'une histoire de goût ou de style. C'est l'une des raisons justement pour laquelle c'est important de se faire aider par des spécialistes, donc faire une analyse sur un tapis de course, comme tu en as ici, avec la caméra pour analyser le type de foulée. Et il y a quelque temps, tu m'avais conseillé justement sur une paire de chaussures. Donc j'ai parcouru 650 km et puis aujourd'hui, je te propose qu'on fasse entre guillemets l'autopsie. Avec plaisir. Donc qu'est-ce que tu peux me dire sur ces chaussures après 650 km? Ben là, ce qu'on regarde, c'est-à-dire si on se met à ta place, on peut voir que la chaussure gauche, elle a commencé un petit peu à lâcher à l'intérieur. Ce qui est normal, c'est qu'au bout de quelques kilomètres, ben là, il y a déjà 600, vu que tu es un pronateur, elles ont un support à l'intérieur, mais là, elles ont commencé légèrement à s'écraser sur l'intérieur. Ce qui se passe en général quand on est pronateur. Après, si on regarde la semelle, en général, quasiment tout le monde va user à l'extérieur. Ça, c'est une usure normale parce que tout le monde attaque à l'extérieur. Mais après, un supinateur, il va user à l'extérieur. Un autre, il va user plutôt au milieu. Et un pronateur va user à l'intérieur. Oui. Après, nous, on avait déjà choisi une chaussure pour toi. Donc, si on choisit la chaussure juste, en règle générale, elle doit s'user assez au milieu. Si elle s'use plus là ou plus là, c'est que peut-être il faudra prendre plus stable ou il faudra... Mais là, si on regarde, en l'occurrence, elle est usée bien au centre, elle n'est pas plus forcément là ou là. Donc, mis à part qu'elle commence un petit peu à s'écraser sur l'intérieur, c'était bien, quoi. Voilà, on voit qu'elle s'ouvre gentiment. Donc, c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle j'ai changé, c'est parce qu'elle s'ouvrait sur le côté. Après, si on regarde l'autre pied aussi. Mais là, par exemple, aussi, dans l'usure des chaussures, ce qu'on peut regarder, c'est quand la mousse blanche, elle craquelle. Ça veut dire que l'amorti, il est un peu tassé, mais là, en l'occurrence, l'amorti, il est encore correct, quoi. C'est clair que c'est une chaussure qui a 600 kg, mais si elle ne s'écrasait pas à gauche, on pourrait très bien encore la mettre 150 kg. Mais mieux vaut des fois changer plus tôt, quitte à les alterner, garder la vieille pour faire le plus court ou la forêt, et puis la nouvelle pour faire du plus long ou de la route, que d'aller trop loin et puis après de se faire mal, quoi. Là, en l'occurrence, c'est clair qu'à gauche, elle va un petit peu à l'intérieur, donc là, il ne faudra plus pas mettre trop. Il faudrait gentiment arrêter. Tant qu'elles ont, si on les met à plat et que la chaussure reste droite, si elles sont assis, on peut continuer à les mettre un petit peu en alternance. Mais quand une chaussure commence à prendre de l'angle, alors là, il faut faire très attention, quoi, parce que là, on a des risques de tendinite. Là, si on veut parler aussi un petit peu, détailler l'amorti et la stabilité de cette chaussure, alors là, il y avait un petit renfort à l'extérieur, très léger, mais surtout, celle-ci, elle avait un renfort pour les personnes qui vont à l'intérieur assez marqué. Et c'est une chaussure qui est amorti-gel, donc ça amortit assez bien, avec un profil mixte, un route, terrain. On va faire une chaussure polyvalente, on peut tout faire pour les gens qui vont à l'intérieur. Donc là, pour parler du lassage, ce qui est important, c'est de serrer un tout petit peu là, mais sans que ça fasse le pli, pour pas que le pied
ils voyagent. Après, ce qu'il faut vraiment faire très attention dans le lassage ou que les personnes font un peu faux, c'est qu'ils serrent trop sur le coup du pied. Oui. Surtout quelqu'un qui a un pied creux, il ne faut pas trop serrer là, pas écraser le coup du pied parce qu'on peut avoir les fourmis ou après ça peut faire des inflammations. Donc il faut serrer un petit peu là, serrer le dernier pour que ça tienne au talon. Oui. Mais pas écraser le coup du pied, ça c'est très important. Oui, ça j'ai retenu d'ailleurs avec la première paire de chaussures. Mais c'est vrai, j'avais jamais pensé au côté fourmis qu'on a d'ailleurs encore plus quand on a une nouvelle paire de chaussures. Oui, et d'ailleurs des fois il y a des personnes qui ont vraiment un fort coup de pied, même quand délassant, suivant quel modèle comme il tient, au début elles ont du mal un petit peu... même en jouant avec le lassage, elles ont les fourmis ou elles ne sont pas à l'aise. Donc il faut faire attention aussi, quand on achète la chaussure, d'être à l'aise au niveau du coup de pied. Il y a possibilité, si vraiment tout d'un coup il y a une personne qui sent trop à l'étroit dans ses chaussures, c'est d'enlever la semelle puis de mettre l'ancienne semelle qui est déjà un petit peu tassée, comme ça on gagne 1 millimètre. Mais c'est mieux déjà à la base, tout de suite bien. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez toi aujourd'hui, David. Avec plaisir, merci à toi. Tu nous as pris une paire de chaussures pour le trail, donc qui va faire l'objet d'un prochain épisode. Donc je vous invite à vous abonner à ma page YouTube justement pour être au courant de quand cette prochaine vidéo sur les chaussures de trail sera postée. Likez la vidéo si elle vous a plu. Vous aurez les coordonnées des 2 magasins de David dans la description. Et en attendant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Le lien sera également en description de la vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao!